Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Désolé, on a eu un crash avec Chrome qui s'est planté, donc j'ai dû tout relancer. Enfin bon, ça a mis du temps. Alors, je suis très content de vous voir. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Je vais quand même vous taper ça. Voilà, dites-le moi. Voilà. Est-ce que est-ce que vous m'entendez? Dites-le moi dans le chat à côté. Voilà, ok, Michel me dit Alléluia, je t'entends bien, me dit José, tout le monde me dit ok, alors c'est génial. Attendez, je vais couper quand même quelque chose ici, parce que c'est pas le moment de le faire, ce sera pour tout de suite. Voilà, on va sortir d'ici, voilà, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Alors, ben oui, désolé, j'ai au moment où on allait démarrer, ben j'ai un, attendez, un petit truc à régler. Un spot à régler. Voilà. Ouais, ça sera plus ou moins bien. Voilà. Ce sera un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Bien. Alors, oui, on a eu un crash en dernière minute. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai dû relancer toute la machine. Enfin, soit. Passons les détails. Alors, moi, je suis content de vous voir ce soir. Voilà. Donc, j'ai vu que dans les inscriptions, bienvenue aux nouveaux, qu'il y avait effectivement des nouveaux. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat d'où il vient? S'il vient de Belgique, s'il vient de France, s'il vient du Groenland, s'il vient de Madagascar ou du Canada, pourquoi pas. Donc, ce Bon, serait intéressant que je le sache un petit peu. Et après, bonjour Michel aussi en passant, on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure on avait fait des tests et puis à un moment ça a craché. Voilà. ouais. Alors, oui, ça va. Frédéric dit oui, mais. Quoi ça? Mais. Alléluia. Voilà. Ok. Alors, Bretagne, Namur, oui, José. Euh, Patrick, France, oui. Benoît, bien sûr, on se connaît puisqu'on a voyagé ensemble plusieurs fois et on habite pas loin en plus de l'un de l'autre, donc c'est pas mal. Ok, Charente-Maritime, Michel, bien sûr. Ok, Sébastien Arlon, oui, donc ça c'est la Belgique. On me voit et on m'entend, c'est génial. Bien. Alors, comme d'habitude, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez couper toutes les connexions si vous avez pas un haut débit. Vous donc demandez à vos enfants, votre femme, votre chien, votre poisson rouge de couper leur connexion Internet pendant environ 1 heure et demie. 1 heure et demie, on verra un petit peu. Et ensuite, bien, prenez de quoi boire. Moi, j'ai pris une bouteille d'eau. Bah, si vous prenez du whisky, c'est votre problème. Vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de problème de mon côté. Alors, quoi encore ben, voilà. Donc, prenez une feuille de papier, peut-être un stylo, on ne sait jamais, pour écrire certaines choses. Et ensuite, bien, ben, on va démarrer. On était une vingtaine d'inscrits ce matin, donc ça devrait fonctionner. Alors, Michel, ce soir, nous allons parler de quoi? De la licorne, c'est ça? Voilà. En Donc, prévision donc de la conférence que je oui, ferai à Dinan en oui, Belgique mais ça, je le mois présenterai ça prochain, tout à le l'heure. 25 octobre, J'en samedi. parlerai tout à l'heure de cela. Voilà. Donc, je vais te donner, j'espère, la bonne présentation. Voilà, on va vérifier tout de suite. Oui. Next. Oui, c'est Oui. la bonne. Bon, eh bien, Je allons-y. laisse la Donc, parole et j'espère on que se tout le rejoint tout monde à l'heure. m'entend comme il faut. Voilà. Donc, alors, oui, j'ai intitulé ça le vrai secret de la licorne. C'est un clin d'œil, bien sûr, à Hergé,
puisque ça sera en Belgique. Donc le créateur de Tintin avec son célèbre album Le secret de la licorne. Et donc, après le suivi du trésor de Rackham le Rouge, non, plutôt l'inverse. Oui, le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge, c'est ça. Et donc, j'ai intitulé ça le vrai secret de la licorne. Alors, bon, donc, en 1989, vous voyez, un Italien avait publié un ouvrage assez volumineux, Il Dizionario Illustrato dei Mostri, le dictionnaire illustré des monstres, dans lequel, alors c'est dans l'ordre alphabétique, c'est une sorte de dictionnaire qui contient plusieurs milliers d'entrées, plusieurs milliers de créatures fantastiques qui sont listées dans l'ordre alphabétique. Alors on pourrait croire que les créatures fantastiques, monstrueuses, il y en a des milliers et des milliers. Eh bien, en réalité, si on étudie bien la question, ces milliers de créatures, elles peuvent se synthétiser en une vingtaine de créatures mythiques, typiques. Alors, parmi celles-ci, le dragon, l'homme sauvage, la sirène et quelques autres, et donc la licorne. Alors, une des particularités de ces créatures fantastiques, mythiques, c'est qu'elles sont universelles, on les trouve sous toutes les latitudes, intemporelles, vous les trouvez depuis des siècles, voire des millénaires, et si ce n'est pas depuis l'apparition de l'homme sur Terre, et extrêmement stéréotypées. C'est-à-dire vous retrouvez toujours les mêmes leitmotifs. Le dragon, c'est toujours la créature maléfique qui est terrassée, tuée par un preux chevalier, par exemple Saint-Georges tuant le dragon. L'homme sauvage, c'est le mythe de la créature humanoïde et velue, amateur de bons vins, de jolies filles, etc., que vous trouvez depuis les satyres de l'Antiquité, et même avant d'ailleurs, jusqu'au gorille, qui était lui aussi accusé de s'enivrer avec de l'alcool pour pouvoir le capturer et d'enlever les jeunes africaines. La sirène, pareil, et la licorne, donc la licorne, pardon, tu as quelque chose, une remarque? Non, non, bon, d'accord. Donc, hop, justement, le mythe de la licorne. Alors, je vous ai dit que c'était extrêmement stéréotypé, symbole phallique, et oui. Cette licorne, eh bien, elle possède une corne unique avec des pouvoirs magiques. On prétend notamment, depuis la plus haute antiquité, que si l'on boit dans une corne de licorne, eh bien, on est immunisé contre à peu près toutes les maladies, contre les poisons, etc. Et puis, toujours dans le mythe de la licorne, et ça participe du symbole sexuel évident, c'est qu'elle peut être vécue uniquement par une jeune fille, autant dire une jeune vierge. Et par contre, c'est un animal, dit-on, extrêmement agressif. Eh bien, ce mythe, il a fait l'objet, tenez-vous bien, d'un épisode de la célèbre série télévisée de l'ancienne RTF, la radio-télévision française, en 1961-62, dans la série animée par Bernard Wellmans, qui est considéré comme le fondateur de la cryptozoologie. Donc, il avait coproduit et animé une douzaine d'épisodes de cette revue qui s'appelait, de cette série télévisée qui s'appelait Sherlock au zoo. D'ailleurs, on a surnommé Bernard Wellmans le Sherlock Holmes de la zoologie, ça dit bien ce que ça veut dire. Et notamment, vous voyez celui que j'ai surligné en jaune,
le portrait robot de la licorne. Et la question qui était posée, c'était quel animal est à l'origine de la légende de la licorne? Eh bien, ce sera tout l'objet de la conférence que je ferai le mois prochain à Dinan, en Belgique. Quels autres animaux, par suite de méprise et de confusion, ont brouillé son signalement jusqu'à en faire la gracieuse licorne médiévale, effectivement, que vous trouvez dans les bestiaires du Moyen-Âge et même de la Renaissance. Alors, normalement, cet épisode-là, le portrait robot de la licorne dans la série Sherlock au zoo, aurait dû être diffusé le 25 avril 1962. Et là, j'ai retrouvé notamment le magazine de Télé 7 jours. Bon, à l'époque, de toute façon, je crois que c'était le seul magazine de télé, hein, parce que de toute façon, il n'y avait qu'une seule chaîne. Hein, alors aujourd'hui, vous en avez des centaines. Donc, Télé 7 jours qui annonçait l'épisode de Sherlock au zoo, sur la licorne pour le 25 avril 1962. Et puis, au dernier moment, l'épisode, en fait, n'a pas été diffusé sur la seule chaîne de télévision française, puisque il y a un match de football qui a pris la place à la dernière minute. Et l'épisode donc de cet épisode-là de Sherlock Holmes n'a jamais été diffusé. Bon, mais il se trouve que j'ai réussi à retrouver le script de l'émission et un article pratiquement inconnu de Bernard Wellmans l'année suivante, en 1962, qui reprend les grandes lignes de cet épisode, en fait. Cet épisode télévisé jamais diffusé, donc. Et sur lequel je me suis, je dois dire, appuyé pour faire mes recherches sur ce sujet-là. Donc, dans ma future conférence le mois prochain, donc, je vous montrerai, à partir des textes grecs, romains, latins, etc., qu'il s'agit à l'origine du rhinocéros de l'Inde, qu'on appelle d'ailleurs le rhinocéros unicorne. Il possède une seule corne et qui a donné, il a donné naissance au mythe de la licorne. Non, le mythe est éternel et intemporel, je vous l'ai dit, et simplement, il y a des animaux réels qui ensuite se sont intégrés dans ce vieux mythe de la licorne, et le premier d'entre eux, ça a été le rhinocéros de l'Inde. Et puis, au cours des siècles, il y a toute une série d'autres animaux qui vont se mettre dans le mythe de la licorne pour lui donner de la substance, parce que si un mythe n'est pas alimenté périodiquement, il finit par disparaître. Et là, le mythe de la licorne, il va subsister pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle. Et en tout cas, sous la forme que l'on connaît de cette créature avec une corne unique au pouvoir magique. Donc, il va y avoir tellement de modifications, d'altérations, d'additions au cours des siècles que lorsqu'on va voir arriver en Europe, notamment au Portugal, les premiers rhinocéros asiatiques, et les rhinocéros indiens notamment, au XVIe siècle, eh bien, personne ne fera personne ne songera à identifier le rhinocéros indien à la licorne, alors qu'en fait, c'est bien de cela dont il s'agit. Et il faudra attendre pratiquement le XVIIIe siècle, l'encyclopédie et les nouveaux philosophes, les philosophes, le siècle des Lumières. Et donc, la remise en cause, y compris de la religion, parce que la religion chrétienne va s'en emparer très tôt de la licorne. Et là aussi, je montrerai pourquoi au cours de ma conférence. De sorte qu'il va falloir attendre pratiquement le XVIIIe siècle pour
considérer que la licorne, telle qu'elle est représentée, en tout cas dans les bestiaires et les légendes qui l'entourent, sont une fabrication intellectuelle et toute une série d'accumulations, d'erreurs, de modifications, de déformations successives. Alors, pour vous donner une idée, un de ceux qui raconte avoir vu des licornes, c'est Marco Polo. Marco Polo, à la fin du XIIIe siècle, écrit en vieux français, en fait, le devisement du monde sur ses voyages, son voyage en Chine, mais aussi les voyages qu'il va faire dans plusieurs endroits, plusieurs régions de l'Asie. Et en particulier, voici une enluminure du Moyen-Âge où l'on voit la traditionnelle licorne avec sa corne en ivoire torsadée. Et Marco Polo dit, alors c'est en vieux français, vous voyez, il parle en fait de Sumatra. Ils ont olifants, c'est-à-dire des éléphants, ils ont olifants assez, ils ont un bon nombre, disons, d'éléphants et d'unicornes, c'est-à-dire de licornes, aussi, qui ne sont guère grandes de l'olifant, c'est-à-dire qui ne sont pas plus grandes, qui ont en gros la taille d'un éléphant. Et ont le poids autel, c'est-à-dire semblable à celui du buffle, les pieds comme olifant, etc. Une corne en mi-front, en mi-le-front, au milieu du front, blanche, moult grosse, très, très grosse. Et voilà, et donc il va continuer comme ça à décrire la licorne, et puis il dit que c'est une bête très laide à voir, qu'elle ne se prend pas au sein d'une pucelle, comme le dit la légende, mais bien au contraire, il les trouve absolument donc une bête très laide à voir. Par rapport à la licorne traditionnelle que l'on se figurait comme ça, évidemment, lui qui a vu un rhinocéros, ou si, bon, attention, parce que les récits de Marco Polo doivent être pris avec un certain recul. Il n'est même pas certain qu'il soit allé en Chine. En tout cas, ça a été mis en cause par une chercheuse britannique qui a notamment, enfin, qui s'est posé la question en montrant que énormément de traits de la culture chinoise ne sont pas mentionnés dans le récit de Marco Polo, ce qui est pour le moins suspect. Mais bon, peu importe. En tout cas, il a été, ça c'est sûr et certain, en relation avec des marchands qui, eux, venaient de Chine ou ont été en relation, des marchands arabes ou autres, qui ont été en relation avec des Asiatiques, des Chinois, etc. Donc, en tout cas, sa description du rhinocéros fait que, eh bien, ma foi, il a été déçu par rapport à l'idée que l'on se faisait de la licorne. Et un élément important qui est arrivé assez tardivement d'ailleurs dans la représentation de la licorne, au XIIIe siècle en fait, c'est cette corne en ivoire torsadé. Donc si vous reprenez par exemple le fameux, pardon, je reviens, hop, 4 cases en arrière, hein, voilà typiquement une représentation traditionnelle de la licorne avec sa corne d'ivoire, d'ivoire torsadé. Or, qu'est-ce que c'est que de l'ivoire? C'est rien d'autre que de la dentine, c'est-à-dire de la dent, si vous voulez. Et donc, une dent au milieu du front, c'est une impossibilité anatomique. Et donc, en fait, c'est tout simplement la dent, la défense du narval, qui est un cétacé des mers arctiques ou périarctiques, en tout cas boréales, dont le mâle possède effectivement cette canine
qui sort de la gueule et qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres ou 3 mètres de longueur et qui est effectivement faite, eh ben oui, forcément comme une dent d'ivoire torsadée. Et donc, lorsque dans la pharmacopée du Moyen-Âge, on manquait de cornes de rhinocéros qui à l'origine était la fameuse corne de licorne, comme je vous l'ai laissé entendre, eh bien, quand on manquait de cette corne, ben, on faisait avec un ersatz qui était ce qu'on croyait être une autre corne de licorne, qui était tout simplement la dent de narval. Et donc, il n'est pas étonnant qu'ensuite, on va utiliser dans les représentations de la licorne, traditionnelle en tout cas, cette dent de narval. Et ce n'est que bien plus tard que l'on va se rendre compte qu'il s'agit de la dent d'un cétacé. Le premier qui a vu, en tout cas, premier occidental, un Anglais, qui a vu de quoi il s'agissait, c'est ce capitaine Frobisher qui, en 1577, lors d'un voyage pour essayer de découvrir le fameux passage du Nord-Ouest, au large donc des côtes nord-américaines, va le premier se rendre compte qu'il existe ce qu'il appelle sea unicorn, une licorne de mer, qui possède justement ce type de dents ou de cornes, puisqu'on croyait que c'était une corne, mais la description ne fait aucun doute. Et de manière plus précise encore, le tulpe, qu'on appelait aussi tulpius, puisque au Moyen-Âge et sous la Renaissance, les noms étaient souvent latinisés. Donc, Tulpe était un anatomiste hollandais. Et en 1632, un tableau de Rembrandt parmi les plus célèbres, où on voit justement le docteur Tulpe en train de disséquer, de faire une leçon d'anatomie en disséquant un cadavre. Tableau qui a, c'est assez marrant, inspiré Goscinny et Uderzo dans la bande dessinée Le Devin. Vous voyez qu'il a repris exactement les mêmes attitudes avec Astérix, Obélix, Assurance Tourix, C'est Automatix, Abra Raccourcix, et j'en passe des X. Mais donc, Tulpius, donc Nicolaes Tulpe, en 1652, est le premier à publier en fait une description anatomique du narval, enfin en tout cas d'un narval mâle, avec son aspect, bien sûr, un peu enfantin comme dessin, mais bon, et là, tel qu'il est vivant, et ensuite donc le crâne avec la dent, la canine, donc qui permet de retrouver effectivement, d'identifier un narval mâle. Et un peu plus tard, donc 1655, vous avez un autre savant qui lui est danois, Ole Worm, qui va publier là aussi tout un chapitre sur le narval. Et d'ailleurs, dans le frontispice de l'édition de 1655, vous avez une reproduction une sorte de musée qu'il avait créé, où vous trouvez ici à gauche, là, à côté de la fenêtre, là, sur la partie gauche, vous trouvez encore une fois un crâne et la dent de narval. Donc c'est effectivement, vous voyez qu'il a fallu attendre pratiquement le XVIIe siècle pour
savoir que ces prétendues cornes torsadées de licorne n'étaient autres que des dents de narval. Donc voilà, eh bien, je pense que je peux m'arrêter là. Voilà. Et donc, bien sûr, j'en dirai beaucoup plus lors de la conférence le mois prochain. Bien sûr. Alors, Michel, il y a des remarques, des questions? Oui, bien sûr, des questions. Y a-t-il quelques questions? On va retourner dans le chat éventuellement, ou dans le question, ask et end question, on va y arriver. Alors, des questions, sinon nous allons passer à la deuxième partie qui vous présentera ce qu'on va voir le mois prochain. Vous aurez toutes les indications nécessaires sur ce qu'on va voir, puisque Michel va faire une conférence qui va étendre sur ce qu'il a dit ce soir, sur la licorne, et on verra bien d'autres choses. Dis-moi une question, Michel, est-ce que tu as eu le bouquin, est-ce que tu as vu le bouquin de Willy Ley pour faire ta conférence? Bien sûr. Qui est un ouvrage qui pour moi est remarquable. Il a été publié aussi au début des années 50, me semble-t-il, un peu parallèlement ou un peu plus tard, je ne sais plus le nom, je crois que c'est à peu près cette époque-là, en parallèle avec des écrits de Wellmans et de Sanderson, hein, un petit peu à ce niveau-là. C'est dans la même période, en fait. Oui. Alors, où est-ce qu'il est? Sinon, je l'ai dans ma bibliothèque, je peux aller voilà, c'est mince. Je peux te dire ça. Alors en français, il a été édité en 1964, mais exactement chez Julliard. Chez Julliard, voilà. Qu'il a été publié. Et 1964, Les Animaux Fabuleux, ça s'appelait. Enfin, Animaux Fabuleux, Créatures imaginaires de Philippe Debray. Et il est paru à l'origine en 1959. Donc on est à peu près dans la même période que de Wellmans. Et puis est-ce que c'est pas la traduction d'Exotic Zoology ou c'est un autre ouvrage? C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, bien, donc nous allons passer des questions. Je regarde. Savez-vous quelle est la plus ancienne représentation de la licorne? Demande Almas Rouchy. La plus ancienne représentation de la licorne, eh bien, alors, s'il s'agit de la représentation traditionnelle avec la corne torsadée, c'est au XIIIe siècle. C'est la plus ancienne que l'on connaisse. Okay. Voilà. Et on n'en a pas dans l'Antiquité romaine. Si l'on remonte alors à la licorne, comment dirais-je, avec uniquement une corne unique, un symbole sexuel, etc. Alors là, il faut remonter c'est même pas l'Antiquité gréco-romaine, c'est plusieurs milliers d'années avant notre ère. Donc, encore une fois, j'en parlerai lors de ma conférence. J'en parle effectivement, j'en ai entendu parler, l'Elasmotherium, qui est donc comment est-ce que je vais dire, j'allais dire pachyderme, non, c'était un cousin du rhinocéros en fait, qui vivait en Sibérie. Oui, très probablement, oui. La réponse est oui, pour Jean Palaisie. Tu vas en parler aussi ou bien tu l'aborderas? En fait, étant donné que le mythe de la licorne, c'est gigantesque, je me limiterai à la licorne occidentale d'origine indienne. Parce qu'il y a également des histoires de licornes en Afrique, il y a des histoires de licornes en Asie orientale, etc., etc. Comme je vous dis, c'est universel et intemporel.
Et en Amérique aussi, on en trouve? Oui. Ah oui, donc finalement, il y en a Alors, partout des livres. justement, je regrette que pour la conférence, enfin, pour le colloque de Dinan, on n'ait pas la présence de Julien Duy, D''H-U-Y, qui est Oui, un chercheur qui a fait des recherches, chercheur, oui. Alors, sur l'origine des mythes, et il a étudié ça, je dirais, un peu comme un généticien ou un biologiste. Euh, donc, on prend un mythe, et comme je l'ai dit, c'est très stéréotypé. Et puis, bon, il va être répété, modifié, euh, altéré. Il va y avoir des informations qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont être ajoutées, etc. Et ça évolue à peu près comme pratiquement comme un code génétique euh, qui, au cours des reproductions, etc. Et donc, il a essayé comme ça de remonter à l'origine de toute une série de mythes, y compris le mythe du dragon, le mythe et d'autres mythes qui n'ont rien à voir avec le monde animal. Hein, je ne sais pas moi, le mythe du déluge, etc. Et on se rend compte que, en fait, si on veut revenir à l'origine du mythe, pratiquement, il faut revenir pratiquement à l'apparition de l'homme sur Terre. Comme je dis, ce sont probablement euh, des images euh, toutes faites, plus ou moins, qui sont dans notre subconscient et que l'on ressort périodiquement sous toutes les latitudes et à toutes les époques. bien, bien, bien. Comme nous savons très bien que la Terre est plate, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Enfin, Il y a un selon. mythe comparable en Chine, oui, c'est le Qilin en Chine, oui, c'est effectivement l'espèce de licorne chinoise, mais qui a d'autres attributs que la licorne d'ailleurs euh, européenne d'origine indienne, si je puis dire. Euh, Bien, voilà, voilà. bien. Alors, bien, on va passer à la deuxième partie, puisque tu as déjà abordé le sujet, qui est le colloque que nous aurons, donc, et qu'on appelle maintenant Rencontre européenne de cryptozoologie. Ça fait un peu moins académique et ça permet à certaines personnes de ne pas se dire, oh là là, il faudrait que j'ai un bac+5 pour assister à cet événement. Non, pas du tout. Donc, voilà, c'est pour ça un petit peu pour ne pas effrayer peut-être certaines personnes que nous avons changer de nom, mais également rencontre européenne, ça permet aussi de se rencontrer, tout simplement, ce que Internet ne se permet pas toujours. Donc, voici donc ce sera la 22e édition des rencontres européennes de cryptozoologie, créatures fabuleuses, effectivement, mythes, sciences et imaginaire. Alors, il aura lieu à Dinan avec un T, donc c'est en Belgique sur la Meuse, le 25 et 26 octobre de cette année, bien sûr. Alors, nous allons voir un petit peu le programme et là, je vous réserve une petite surprise tout de suite, enfin, durant cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on va voir le samedi 25 octobre? Eh bien, nous allons commencer à 14 heures avec justement la conférence de Michel qui est le vrai secret de la licorne, donc, qui fut le sujet ce soir. Nous suivrons avec la conférence de Charles Paxton, qui est un habitué, il vient pratiquement chaque année. Et s'il peut pas être là physiquement, ben, il nous envoie à ce moment-là, on fait comme ce soir un webinaire. Mais cette année-ci, il sera là, sauf bien sûr événement qu'il ait une grosse grippe ou quelque chose comme ça, ou qu'il se casse un pied, ça peut arriver, mais ne le souhaitons pas, il sera là et il nous parlera du scepticisme à la croyance, notamment sur les serpents de mer écossais dans la période 1801-1900. C'est un petit peu hors sujet, quoique on a des représentations de serpents de mer dans les encyclopédies et de
de la Renaissance, notamment et un peu plus tard, et notamment chez Olaus Magnus, qui représente le monde et de la Scandinavie à son époque. Et on voit des serpents de mer et d'autres animaux qu'on a du mal à reconnaître, mais qu'on reconnaîtra quand même. Alors, nous aurons ensuite, probablement il nous parlera de cela également, c'est le docteur, un nouveau venu, le docteur Nicolae Bobaru, qui est donc un Roumain de l'université ouest de Timișoara, et il viendra nous parler effectivement de la sirène, des tritons et des autres prodiges aquatiques dans les mers oubliées. Donc, c'est un nouveau venu. Alors, il aura sa conférence, comme Michel l'a eu ce soir, au début du mois d'octobre, le 1er octobre, si mes souvenirs sont bons, ou le 3 octobre. Enfin, bon, tout ça, vous aurez toutes les indications nécessaires pour vous connecter et entendre. C'est la première fois qu'il vient, donc on lui fera un bon accueil, je suppose. Ensuite, à 17h10, bien, on aura l'apéritif qui sera offert à ceux qui s'inscriront, et nous aurons une animation en réalité virtuelle. Alors, je vais vous faire une surprise ce soir, je vais vous montrer une partie de cette animation. Alors, elle sera pas en réalité virtuelle, elle sera en 3D, et vous verrez un petit peu à quoi elle ressemblera, voilà. Donc, on va faire une capture d'écran parce que je n'ai pas pu la mettre sur l'ordinateur. Non, attendez, c'est pas celui-ci. Voilà, et je vais essayer de vous la trouver. Normalement, ça devrait être bon. Attendez. Là. Voilà, sur une fenêtre. On va vous partager ça tout de suite. J'espère que vous la verrez. Voilà. Ah non, on voit rien. Tu ne vois rien? Enfin, on voit pas ce que tu veux montrer, en tout cas. Ah, attends. Parce que normalement, il y a le partage que j'ai fait. Donc, attends. Le partage. Attends, on va essayer de trouver ce qui n'a pas été. Normalement, ça aurait dû aller. Ah. Attends. Je n'ai pas l'habitude de faire des partages d'écran, mais bon, on va peut-être essayer avec celle-ci. Je n'ai pas l'habitude, donc parce que j'ai pas pu l'inclure dans le programme. Attends. Ah, c'est mieux. Ça va maintenant? Oui. Ok. Oui, on a parcouru une forêt d'Amérique du Nord, j'imagine. Et qu'est-ce que vous avez vu? Ah, je sais pas, j'ai vu des arbres. Et quoi encore? On la remet? Je n'étais pas très attentif, pardon. Allez, on va la remettre. Alors, qu'est-ce que tu as vu sur la forêt? Ben, je sais pas. Ah ben, c'est que tu n'as pas bien regardé alors. Ah ben non. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose d'autre dans le chat? Ah, Sébastien, bien. Alors, il y a un mythe comparable en Chine, oui, me dit Jean, ça c'est pour la fois passée. Je ne l'ai pas vu, Sébastien. Ah, tu ne l'as pas vu. Alors, regarde bien. Attends, on va essayer de te le repasser. On va essayer de te le repasser.
Ah oui, oui, il est à moitié voûté entre Voilà, sur voilà, la moitié droite de l'écran vers la fin. voilà, exactement. Exactement. D'accord, Et bien d'accord. sûr, vous verrez toute l'animation le 25 et le 26. Hein. Et là, on aura un casque virtuel, vous le verrez en forme comme si vous y étiez vraiment. Hein. Euh, eh bien, si vous ne l'avez pas vu, ben, c'est pas grave, vous le verrez donc le 25, vous le verrez le 25. Alors, on va essayer de retourner ici à la présentation. Voilà. Voilà. Bien, donc vous le verrez le 25 et là vous le verrez comme si vous y étiez physiquement dedans. Ici, bien sûr c'est un 3D à plat, mais vous le verrez en réalité virtuelle. Moi, j'ai eu la chance deux fois d'assister à cela. Une fois c'était en Belgique sur les dinosaures et une autre fois sur l'origine de la Terre jusque les années 2050. C'était à Paris, au Muséum d'histoire naturelle. C'était l'année passée, je crois, oui. Ah, c'était formidable. On avançait. Ça a dû coûter une fortune pour monter cela. On passait à toutes les époques de la naissance de la vie jusque dans le futur. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre planète en 2050? Donc voilà, c'était super et c'est vraiment, ça m'a emballé. Mais ça, ce sera peut-être pour des projets beaucoup plus futurs et beaucoup plus coûteux, hein, même si celui-ci, je vous avoue, n'est pas pour rien. Bien, alors, continuons dans notre programmation. Alors, nous passerons dimanche le 26 octobre. Là, nous aurons une visite de l'exposition Avoir sa peau à la Maison du patrimoine médiéval Mozan qui se trouve à Bouvignes. Alors, Bouvignes, c'est la banlieue de Dinan. C'est un quart d'heure de voiture tout simplement. Là, nous aurons une visite guidée. Alors, Avoir sa peau, ce sera une exposition qui a une relation avec notre thème, mais ce sera plutôt la relation entre l'homme et l'animal au Moyen Âge, qui est l'animal, on vous expliquera que l'animal est très présent au Moyen Âge, très présent, est une préoccupation chez les gens. Est-ce que l'animal a une âme? Est-ce que l'animal pourra ressusciter avec les hommes à la fin du monde? Ça, ce sont des questions religieuses. L'animal souffre-t-il? A-t-il une conscience? En fait, déjà à l'époque, certains avaient déjà les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui à propos de l'animal. Alors, il y a l'animal domestique, il y a le cheval, bien sûr, le bœuf, la poule, le cochon, mais aussi les animaux sauvages comme le cerf, le sanglier, le loup, des symboliques autour de tous ces animaux, des choses que l'on retrouve déjà dans le livre de chasse de Gaston Phébus au XIVe siècle, si je ne me trompe. Et dans d'autres écrits, on en voit dans les enluminures et on les reconnaît parfois très bien. Et tout à l'heure, Michel, tu as présenté une licorne, mais à côté, on a des animaux que l'on reconnaît parfaitement bien, comme l'éléphant, même s'il n'est pas toujours représenté correctement, mais on reconnaît très bien que c'est un éléphant, on reconnaît très bien que c'est un cerf, on reconnaît très bien que c'est un loup, etc., etc. Alors, on retrouve bien sûr le loup et tous ces animaux dans le roman de Renard. Ça, c'est déjà une chose, c'est dans certaines fables. Donc, et autres fabliaux. Donc, on verra tout ça durant l'exposition qui nous sera guidée par une personne qui est afférente là-bas et qui est attachée au musée du patrimoine. Ensuite, nous reviendrons, nous prendrons le buffet et ben oui, et nous, à 14 heures, nous reprendrons les conférences. Alors, je vous ferai une conférence sur l'homme sauvage dans la tradition belge. On le retrouve dans des fêtes, on le retrouve dans des écrits, sous une forme ou sous une autre. Et à 14h50, nous aurons un autre témoignage de Charles Paxton, un autre exposé de Charles Paxton
Paxton, qui sera sur les monstres marins du Moyen-Âge européen. Alors, les conférences de Charles Paxton seront données en anglais, puisqu'il est britannique, mais attention, nous assurerons une traduction en français à cette occasion. Alors, pour la suite, le dimanche, ensuite on aura une pause café et nous terminerons par le Bigfoot ou Sasquatch dans l'art autochtone d'Amérique du Nord, donné par le professeur Léon Breny, qui est aussi un habitué et un de mes compagnons de voyage notamment. Et donc il travaille on n'est pas toujours ensemble, on ne monte pas toujours des expéditions ensemble. Parfois, on va chacun de notre côté, ces dernières années surtout. Et on travaille sur le Bigfoot nord-américain depuis, lui et moi, depuis 2005, effectivement. Donc, ça fait quand même pas mal d'années que nous allons sur le terrain à ce sujet-là. Donc, lui-même a enquêté sur l'art nord-américain des Amérindiens et il va nous faire une conférence là-dessus, puisque le Bigfoot est connu dans leur mythologie, connus dans leur tradition, bien avant que nous, Européens, nous mettions les pieds en Amérique. Alors, comment pouvez-vous y participer? Ça, c'est une chose importante, quand même. Alors, il y a 4 formules que j'ai instaurées et la formule Almasty qui donnera le samedi après-midi accès aux conférences, à la pause café, au buffet de midi pour ceux qui arriveront avant 14 heures, donc c'est pas une obligation. Je vous enverrai tous les papiers, vous me direz si vous serez là pour le buffet de midi ou pas. Tout ça, je dois savoir pour donner des ordres, bien sûr, à l'hôtel qui nous recevra. Alors, vous aurez le cocktail durant l'animation en réalité virtuelle dont on vient d'avoir un petit extrait. Alors, la formule du Loch Ness, qui est la formule du dimanche, vous aurez accès aux conférences, à la pause café, au buffet de midi et à la visite de l'exposition le matin à partir de 10 heures. Voilà. Et donc, c'est ce que vous aurez si vous prenez la formule du dimanche. Et puis, il y a la formule Bigfoot qui est en fait la formule des deux. Donc, vous aurez accès aux conférences du samedi et du dimanche, vous aurez accès à l'animation en réalité virtuelle, à la visite de l'exposition, au buffet de midi. Alors, encore une fois, je vous demanderai de me dire si vous arrivez le samedi midi ou pas, au cocktail, au pause café, etc. Et ensuite, la formule Kraken pour ceux qui viendraient de loin, c'est-à-dire que en plus de tout ce que vous avez vu pour le moment, hein, donc les conférences, les animations, les visites, etc. Vous aurez l'occasion également de participer, si vous le voulez, à un escape game qu'on a déjà un petit peu, mais on changera les questions par rapport à l'année passée. Ça, ce sera après le dîner du samedi soir. Et vous aurez droit aussi, je dirais, au logement de la nuit du samedi au dimanche avec le petit déjeuner notamment. Donc voilà, ça c'est la formule complète quelque part pour ceux qui viendraient de loin ou qui désireraient loger là-bas plus facilement que de rentrer chez eux s'ils habitent à Anvers, s'ils habitent à, je ne sais pas où, à Arlon peut-être, qui est quand même à plusieurs kilomètres de là-bas. Alors, maintenant, vous allez me poser une question. Y a-t-il déjà des questions? Oui, c'est juste. Voyons dans le chat. Y a-t-il déjà des questions? Alors, y a-t-il des questions avant qu'on aille un petit peu plus loin, qui sont bien sûr votre participation? Non, il n'y a pas de questions. Alors, on continue. Vous en aurez peut-être pour tout à l'heure. Alors, quelle est votre participation? Ah ben, c'est très simple. Pour la formule Almasty, le samedi ou le dimanche, donc là, ça c'est, pardon, ça c'était un ancien slide, mais bon, c'est le samedi. Vous aurez donc ces 149 € pour les 50 premiers inscrits au lieu de 199 €. Alors, la formule du dimanche, c'est le même tarif, il n'y a pas de problème. C'est 149 € également pour les 50 premiers inscrits. La formule Bigfoot, c'est 289 € pour les 50 premiers inscrits au lieu de 398 €.
Et la formule Kraken qui reprend le tout, c'est 598 euros pour les 50 premiers inscrits au lieu de 698 ou 698 euros pour les Suisses et pour les Belges et pour certaines personnes du nord de la France aussi. Voilà. Alors, vous trouverez toutes ces indications ici, mais vous pouvez déjà vous y inscrire ce soir et nous allons voir cela tout de suite. Attendez. Où est-ce que ça se trouve? Je crois que ça doit se trouver ici. Voilà, donc normalement, voilà, j'ai démarré, je publie. Alors voilà, vous pouvez déjà vous inscrire ce soir. Donc, je vous dis, les 500 premiers ont un avantage que vous voyez ici, un avantage de tarif. Donc, dépêchez-vous parce que si vous êtes le 51e ou le 52e, ce sera plus possible de le faire. Donc, faites-le et comme ça, vous serez dans les premiers à être accueillis et vous pourrez choisir donc votre formule. Tout est inscrit, les moyens de paiement, etc., etc. Tout a été normalement réglé. Déjà, si vous cliquez ici, ou bien vous reprenez par écrit le https://abpar.system.io/cryptozoologia. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Alors, y a-t-il des questions? Je retourne dans le chat. Non, tout est clair apparemment. Alors, on me demande s'il y aura encore cette année les jeunes interprètes. Probablement, non, ça je dois encore voir parce que comme nous n'avons qu'un conférencier, je ne vois pas de mobiliser toute une bande d'interprètes pour une seule conférence en anglais. Ce n'est pas la même chose. Alors, on le fera entre nous. Alors, on verra un petit peu comment on le fait. Mais on l'a déjà fait de cette façon, donc c'est pas une nouveauté pour nous. Et puis, Charles est très conciliant. Donc, à chaque phrase, à chaque paragraphe, et il attend un petit peu qu'il y ait la traduction avant de continuer. Bon, ben voilà, parce que quand même, des interprètes, ça coûte une certaine somme, et pour une seule personne, pour une seule ou deux conférences, c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Voilà, si on est 5 qui parlent anglais, ou s'il y a 4 personnes qui parlent anglais et qui font une conférence en anglais, là, c'est plutôt intéressant. Mais ici, on va essayer de le faire autrement, un petit peu. Enfin, on verra à ce niveau-là. Et puis, je sais que parfois c'est difficile de les avoir en tant qu'étudiant. De les avoir, c'est parfois difficile. Et il y a 2 écoles et l'une ou l'autre me dit en général qu'ils ne sont pas disponibles à cette période-là pour des raisons de rentrée scolaire. Il y a la peine de rentrer à l'école pour le moment. Hein. Bien, alors, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. C'est génial. Y en a-t-il qui se... pour ma part, je vais y aller. Ouais, mais on va Michel et on se retrouve le 25. Bonsoir et à tous. Tout et à puis, fait. Tout à bientôt fait. pour ceux qui me verront peut-être à La Rochelle au Muséum d'Histoire Naturelle où dans 3 semaines, je vais présenter en fait l'histoire de la découverte du tapir d'Asie. Donc un spécimen à la suite de longues pérégrinations était dans les collections du Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle. C'est assez amusant. C'est le premier qui soit arrivé en France. Pendant plusieurs dizaines d'années, il a été curieusement au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle. Voilà, voilà. Ah, mais est-ce que tu n'as pas fait une conférence là-dessus il y a quelques années lors d'une de nos rencontres, il me semble, hein, concernant le tapis? Oui, mais c'était pendant la période du Covid, donc c'était en distanciel, comme on dit. Un peu comme ce soir, c'est ça? Voilà. Voilà. Bien, alors, Michel, bien, je vais te souhaiter une bonne soirée. Ici, s'il n'y a pas de questions, si vous avez bien pris note de tout,
de l'adresse, etc., pour aller voir tous les détails, pour aller voir toute cette page de présentation, ben faites-le et on vous attend le 25. Le 25. Euh, voilà, Michel s'en va, c'est très bien. Enfin, merci de ton intervention, c'était intéressant, comme Bye d'habitude. Et bye. donc, oui, bien sûr. Bye bye. Passez une bonne soirée. Alors, nous, on va se quitter bientôt aussi. Vous avez pris note? Y a-t-il des questions? Non, je suis clair. Jean, j'espère qu'on se reverra, que tu seras disponible comme chaque année, mais je sais que parfois tu as des congrès autre part ou des colloques autre part. C'est arrivé aussi vers cette période-là. Mais j'espère que nous pourrons t'accueillir avec ton épouse à cette occasion. Bien, voilà. Donc, eh bien, on va se terminer ici. On va se quitter. On se donne rendez-vous au début octobre avec Nicolas Bobarou, comme je vous l'ai dit, et on parlera des monstres marins à cette occasion-là. Mais tout ça, vous aurez les indications, les dates, les liens, etc. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve au début octobre. Au